Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Comprendre Foucault de Jean-Claude Martin, illustré par Laura Acquaviva. Michel Foucault, à travers ses écrits, annonce non seulement que Dieu est mort, mais que l'homme également agonise. Il interroge des objets jugés indignes, qui n'ont jamais été pris en compte par la philosophie. C'est le cas de la criminalité, la folie, la sexualité, les excès de la littérature et du mal. Il en propose une histoire extraordinaire. Au lieu de comprendre nos sociétés par ce qu'elles exhibent, Foucault insiste sur ce qu'elles cachent pour y déceler une nouvelle image, une autre photographie de nos valeurs. Ce petit essai nous permet d'appréhender un penseur complexe et une philosophie qui démolit à coups de marteau les idoles de la modernité. Jean-Claude Martin est philosophe et romancier. Spécialiste de Derrida et de Deleuze, il fut directeur de programme au Collège international de philosophie de 1998 à 2004. Laura Acquaviva collabore régulièrement à des projets artistiques à l'étranger où elle expose Japon, Australie, Espagne. Les notes et illustrations sont disponibles sur les éditions e-book et brochets du livre. Introduction. Foucault a été contrarié par une éducation et une formation malaisée. Comme cela s'était imposé à son père, à son grand-père, à la ligne de ses aînés, Foucault devait porter le prénom de Paul. Mais ce nom ne lui conviendra pas. Il le porte avec un refus grandissant. Refus de la généalogie paternelle. Il lui préfère le nom de Michel, sa seconde dénomination. L'histoire familiale, l'habitude de ce rituel sera donc contournée. Paul Foucault adoptera le nom de Michel. Cela convient mieux à la personnalité du philosophe qui analyse plus tard, dans ses livres, le sens de l'identité et de la différence. Foucault réfléchit toute sa vie à une autre forme d'identité, ou comme il dit de subjectivité. Rebelle à la discipline familiale, il rêve d'une nouvelle vie. Il entre dans la discontinuité, réinvente un avenir, une autre formation que celle qu'on lui impose. Notamment en se détournant des études médicales, du choix de l'autorité parentale qui rêvait pour lui, au destin de chirurgien. Michel Foucault, au lieu d'être chirurgien comme l'aurait souhaité sa famille, sera donc le philosophe des ruptures, non seulement par le choix de sa vie individuelle, mais aussi en analysant les discontinuités de l'histoire humaine. Curieusement, cet intérêt pour l'histoire n'en débute pas moins par une étude sur la médecine. Sans être chirurgien, il cultive un regard sur l'acte d'ouvrir les corps. L'œuvre de Foucault débute ainsi par la naissance de la clinique. Il y scrute en particulier la manière dont le scalpel de la chirurgie ausculte ce qu'on ne pouvait voir avant cet acte, contraire au concile de Tours qu'il avait interdit au XVIIe siècle. En découvrant ce geste intrusif de la chirurgie dans l'histoire, Foucault se voit progressivement emporté vers d'autres disciplines qui soumettent le corps à un nouveau pouvoir. Le châtiment corporel, l'enfermement des fous, le traitement à l'électrochoc. Ce sont ces pouvoirs que Foucault va croiser dans une archéologie du savoir qui s'éloigne de la pratique médicale pour y revenir autrement. Son analyse, rappelant l'activité paternelle, sera sans complaisance. Elle va donc montrer comment les corps ont été auscultés, vus, enfermés, comment ils ont été limités dans l'expression de leur plaisir, dans la folie de leurs désirs. Ce qui motivera notamment Foucault à entreprendre une histoire de la sexualité. Dans cette oppression des corps, dans la manière de devoir confesser, dire et commenter leur sexualité, se dessine une limite que la pratique sexuelle ne cesse de transgresser pour renouveler peut-être notre manière d'être, rejouer un mode d'existence plus secret, cherchant à échapper à la surveillance et à la sanction des mœurs. Comprendre Foucault, cela ne peut donc être séparé de sa vie, de sa jeunesse, hostile d'abord à la bourgeoisie du milieu médical, dans la nécessité de se comprendre lui-même. Une façon singulière de mettre en risque sa propre pensée et sa propre sexualité, au point d'avoir réfléchi son homosexualité, en parlant peu, même quand il affronte le sida auquel il succombe en juin 1984. Se sont imposées ainsi toute sa vie, des formes de recherche qui suscitent le danger. D'aborder des documents trop mal connus.
Et dans la lecture de cette archive obscure, surviennent également des doutes jusqu'au bout au sujet de sa propre existence, avec une même question. À travers quel jeu de vérité l'homme se donne-t-il à penser son être propre quand il se perçoit comme fou, quand il se regarde comme malade, quand il se réfléchit comme être vivant, parlant et travaillant, quand il se juge et se punit à titre de criminel? À travers quel jeu de vérité l'être humain s'est-il reconnu comme homme de désir? Chapitre 1 L'ordre du discours. La lecture de Foucault commence comme une fiction de Borges ou encore un récit de Kafka. Dès le succès en librairie que constituent Les mots et les choses, nous avons le sentiment que la philosophie a changé de ligne, a fait glisser ses centres d'intérêt vers des objets nouveaux, insolites. S'y substitue un humour dont les collègues de Foucault ne comprennent pas tout de suite l'intérêt. Sa parole se multiplie de manière inquiète. Les études de Foucault se morcellent dans des recherches qui n'intéressaient pas la philosophie classique. Il prend plaisir à entrer dans le labyrinthe des langues. Il décrit la bouche du philosophe débordant de mots qui sont devenus ceux d'une encyclopédie chinoise. Voici par exemple comment s'ouvre son livre. Il était certes improbable que les hémorroïdes, les araignées et les amobates viennent un jour se mêler sous les dents de Stène, mais après tout, en cette bouche accueillante et vorace, ils avaient bien de quoi se loger et trouver le palais de leur coexistence. Le ton est donné. Dans l'espace de cette bizarrerie se crée non seulement l'insensé, l'incongru, mais l'insolite, des croisements impolis, des hybridations choquantes. Et en cette bouche vorace, on dirait que plus rien ne tient tant, elle est pleine de significations différentes, hétérogènes, comme si parler et manger ne pouvaient plus se pratiquer de façon correcte. Nous voici, dès l'ouverture du livre de Foucault, posés en dehors de la liste déroulante d'un menu bien agencé. Alors que la philosophie se donnait comme un discours certain, une méthode de classification, de rangement par catégorie, les mots et les choses sont pétris par les dents du dénommé Eustène. Ils se montrent dérangeants, inclassables. Peut-être, en effet, les mots et les choses n'ont-ils rien à voir ensemble? Peut-être que les signes sont arbitraires et fictifs? À moins de trouver un lien, une espèce de biais pour mener des mots aux choses. Mais ce biais que vaut-il? N'est-il pas finalement une relation d'habitude, une relation que l'autorité nous impose, une sanction d'école? Pour Foucault, ce lien est issu d'un ordre, d'un pouvoir d'énumérer. Il est redevable de la discipline scolaire, celle de l'apprentissage, et n'est pas une vérité qu'on peut démontrer, issue de la raison pure. À sa réception au Collège de France, Foucault introduit la cérémonie de son accueil par des remarques sur l'ordre du discours. Et on voit tout de suite que le discours s'impose comme une forme de pouvoir, la contrainte de parler bien. Pouvoir de refouler les bizarreries, les proliférations du sens. Le discours n'est pas l'énumération de Stène, mais il se veut lecture savante. Lire, c'est imposer un ordre au texte littéraire, le recomposer correctement, l'expliquer. Se déroule l'espace lénifiant du commentaire pour accommoder cette énumération insolite à une chose pensable, pour traduire sa monstruosité dans une langue assimilée. On sait bien qu'on n'a pas les droits de tout dire, qu'on ne peut pas parler de tout dans n'importe quelle circonstance, que n'importe qui, enfin, ne peut pas parler. S'imposent violemment des règles, une grille, celle du commentaire pour naturaliser, identifier les paroles, les remplacer autoritairement par l'interprétation qui va en atténuer la nouveauté, en adoucir l'aspect rebelle, en désamorcer le danger. Et ce filtre se présente, comme c'est d'ailleurs le cas dans mon propre commentaire, selon des typologies qui parfois mettent le discours en gras ou d'autres fois en italique pour en extraire une ligne de sens rassurante. Il s'agit d'encadrer le lecteur, de l'accompagner d'une façon trop morale et pédagogique. On va marquer ainsi des axes forts qui émergent clairement d'une rumeur poétique, d'une profusion un peu trop sauvage. Comment parler des choses? La folie, la sexualité, la prison, cela n'autorise pas une parole libre et gratuite. Artaud déclamant que l'être est une bouillie, une déjection de l'intestin, voilà qui n'est pas tolérable. On dira que la morale rêve de limiter ce genre de folie, d'abus de mots par le commentaire qui conjure le hasard des comparaisons. Et ce commentaire relève d'un spécialiste, voire d'un psychiatre dans le cas d'Artaud. Il se soumet à un label, au nom reconnu de celui qui le signe,
s'en rend responsable comme auteur. L'expérience de la folie, de l'enfermement, de la sexualité montre des paroles dangereuses, libres. Et parfois, les expressions sont tellement choquantes qu'elles nous déroutent. On voudrait donc que le spécialiste veille, les reprenne avec scrupule, avec attention, selon un partage raisonné. Il convient de les domestiquer de façon acceptable. Lire les textes de la littérature, c'est les remâcher. Ils seront repris par celui qui sait prendre la parole, celui qui manifeste la compétence de l'énoncer selon une reconnaissance conférée par un diplôme, un titre, une charge institutionnelle. La circulation de la parole opère de façon qui ne saurait rester anonyme, qui se laisse au contraire pister, inscrire dans un historique, un contrôle, comme en témoigne par exemple le droit d'auteur, à double face, celle de la propriété intellectuelle sans doute, mais tout autant celle de l'autorité, l'auteur étant défini par une notice d'autorité. On peut supposer, dans l'acte de parole, l'expression d'une volonté de savoir, une volonté de vérité que n'avait pas le poète, qui sera commentée. Mais que vaut une vérité si normée? Ce que nous appelons vérité est une forme de règle, de régularité qui produit un plan d'approche, un regard sur des objets qu'on va mesurer et ordonner à une certaine position, celle du maître. Le commentaire présente des fonctions qui ne sont pas neutres, qui supposent des instruments et une technique d'assujettissement. Toute parole ne peut circuler que si elle est référencée, adossée à une scientificité, à des titres et des laboratoires qui fixent un protocole, qui pratiquent des exclusions comme font les savoirs médicaux, psychiatriques et juridiques. Savoir qui, devant les méfaits des actes et les bizarreries de la langue, énonce des préférences au nom de la libre entreprise, de la richesse, de la santé, de la fécondité, autant de valeurs immédiatement reçues comme intéressantes, dignes, sans aucune analyse vraiment sérieuse de leurs prétentions si spontanées. Pourquoi ne pas préférer la pauvreté comme qualité, la laideur, le mal? C'est par ces choix du commentaire trop scolaire que Rimbaud sera débarrassé de sa beuverie, Baudelaire de son haschisch et Proust délesté de son homosexualité. Le discours le plus évident, le plus humanitaire et méritoire, pratique des exclusions que Foucault ne cesse de suivre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.